Et bonjour et bienvenue au SAV de la QVT, la première émission de télévisio qui parle de QVT et rien que de QVT. Depuis fin avril, on se retrouve 2 fois par semaine pour faire le service après-vente de ce qu'on nous a toujours vendu. Des croyances erronées sur le travail et de la QVT bullshit. Alors ensemble, on va essayer de mieux comprendre ce qui contribue au bien-être de nos travailleurs et de nos travailleuses et faire souffler un vent plus positif et plus optimiste. On va redonner de la valeur à la QVT et honorer le vécu de celles et ceux qui sont au travail. En fait, chez Wunjo, on est un peu les colibris de la vraie QVT. C'est notre façon à nous d'honorer l'intérêt général. J'ai le bonheur aujourd'hui de représenter Wunjo. Nous sommes un cabinet conseil et un organisme de formation spécialisé en qualité de vie au travail. Notre entreprise va bientôt avoir 20 ans. Nous sommes nés dans la grande et belle famille de l'économie sociale et solidaire. Nous sommes une entreprise à impact d'utilité sociale. Notre raison d'être, c'est d'humaniser la vie au travail et de faciliter les coopérations professionnelles. Nous fédérons un collectif un peu atypique. Chacune et chacun des personnes qui travaillent chez Wunjo a à cœur de partager ses points de vue politiques et militants et de donner sa joie et sa générosité à tous les acteurs du territoire qui veulent prendre soin des travailleurs et des travailleuses. C'est un grand bonheur pour moi aujourd'hui de vous faire un petit peu rentrer de l'autre côté du décor pour rencontrer notre équipe et en l'occurrence aujourd'hui Cécile Manset. Bonjour Cécile. Bonjour Manu. Cécile est psychologue interculturelle, elle est spécialiste du burn-out. Elle intervient en cabinet, en milieu de soins et en entreprise et elle fait partie du collectif de Wunjo. Elle est également la co-autrice d'un modèle de QVT personnel qui s'appelle Mon application Ma QVT, dont nous allons vous parler évidemment aujourd'hui. Alors avec Cécile, on va aborder aujourd'hui un sujet qui est absolument fondamental, celui de la façon dont chaque individu au travail vit le travail, de ses déterminants personnels. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il existe finalement une recette miracle qui permettrait à n'importe quel employeur et manager de dérouler le tapis rouge de la bonne petite recette qui permet que tout le monde soit engagé, motivé et bien dans son travail. Comment est-ce qu'on fait pour prendre soin de la singularité de chaque individu qui travaille au sein de notre structure? Alors, au programme 35 minutes d'échange avec Cécile, vous avez à votre disposition sur la droite de votre écran le chat. N'hésitez pas à déposer des questions et des commentaires et notre standardiste Marco, qui apparaîtra dans un instant, sera votre porte-parole. Voilà, sachez que l'émission est en live mais qu'elle est enregistrée et Webikeo vous fera passer pas plus tard que cet après-midi un lien vous permettant de récupérer le replay. Allez, c'est parti. Service après-vente à QVT, bonjour. Oui. Oui. Attends, ah oui, mais pourquoi vous dites qu'il n'y a pas de recette miracle pour une bonne QVT? Ah non, parce que moi, je vois tous les jours des spécialistes sur LinkedIn qui nous disent comment bien faire. Hein. Oui. Mais écoutez, ça tombe bien, j'ai une spécialiste devant moi, je lui demande. Bon, alors, Cécile, c'est quoi la bonne recette pour une bonne QVT? C'est une super question et par rapport à tous ces spécialistes sur LinkedIn qui donnent plein de conseils, j'ai envie de dire, est-ce que ces conseils ils marchent pour vous et est-ce que vous les avez testés? C'est sûr, on est tous plein de bonnes intentions et on a tous les trucs qui marchent pour nous et qu'on a envie de partager et de transmettre pour que ça puisse marcher pour les autres. Le problème, c'est qu'on est des êtres humains et du coup, ce qui marche pour moi ne marchera pas pour toi, Marco, ne marchera pas forcément pour Manu, ni pour les autres personnes qui nous regardent aujourd'hui. Bien sûr, il y a des principes un peu généraux qu'on peut appliquer sur le bien-être au travail, sur la qualité de vie au travail, mais en fait, la déclinaison de ces principes généraux, elle va vraiment dépendre de chacun d'entre nous, en fait. On parle dans le titre de recettes. On sait que pour faire des pâtes bolo, il faut des pâtes, de la viande et de la sauce tomate. Mais peut-être que vous mettez des carottes et puis il y a d'autres qui ne mettent pas de carottes. Peut-être qu'on met des boulettes ou on met du bœuf. Est-ce qu'on utilise des spaghettis ou des tortellini? Enfin bon, bref. Il y a autant de plats, de pâtes bolo différentes qu'il y a de familles, d'individus.
Voilà. Donc, c'est un peu le même principe avec la QVT. Ouais, il y a peut-être des principes généraux, mais après, la déclinaison, elle va dépendre vraiment de chacun d'entre nous, parce qu'on n'est pas des robots et qu'on ne peut pas dire la personne, elle a un profil A, donc ça veut dire qu'elle a besoin de ci, de ça, et puis toi, tu as un profil B, donc tu as besoin de ci et de ça. C'est aussi ce qui fait un peu la beauté de l'être humain, quoi. On est tous différents et c'est sûr que c'est pas toujours évident de rentrer en connexion et de travailler ensemble, d'être en groupe. Mais si on n'avait pas tous des points de vue différents et des façons d'être différentes, on perdrait aussi pas mal. Donc le grand principe général, si on revient là-dessus, c'est quoi le bien-être au travail? En fait, c'est l'harmonie, la cohésion entre ce qu'on aspire à vivre, ce dont on a besoin de vivre. Yes, merci Manu, c'est l'OMS qui fait cette définition, donc l'Organisation mondiale de la santé. C'est l'harmonie entre ce que j'ai envie de vivre, mes aspirations, mes besoins et aussi mes aptitudes, et ce que je vis vraiment dans mon milieu du travail. Donc en lien avec les contraintes, les possibilités, les obligations, parce que dans le milieu du travail, on a des obligations. Et est-ce que cet environnement me permet de remplir mes besoins et de nourrir mes aspirations? Si oui, je me sens bien. Sinon, je vais vivre du stress ou du mal-être. Voilà, je pense que c'est pas mal comme réponse. J'espère que ça répondra bien à la question posée par notre auditeur. Ce que je peux peut-être ajouter, c'est que les entreprises, en fait, on comprend bien qu'elles recherchent des dispositifs collectifs et des solutions qui peuvent s'appliquer à toutes et à tous, parce que c'est quand même pas évident d'aller jusqu'à accompagner la singularité de chaque travailleur. Ça demande énormément d'attention, ça demande des compétences, ça demande des moyens. Donc, on comprend cette tendance naturelle qui consiste à aller écouter le terrain, mais à en tirer finalement des statistiques collectives et derrière de mettre en place des dispositifs collectifs. Alors, il y en a qui fonctionnent et puis il y en a qui répondent à des besoins des équipes parce qu'elles vont avoir une culture d'entreprise bien particulière ou qu'elles vont faire un métier qui est similaire. Et donc, les besoins en matière de conditions de travail seront globalement communs. Mais j'ai presque envie de le voir, moi, comme une fusée. Il y a un socle commun puisqu'on vit dans cette équipe, on vit dans cette entreprise. Donc, il y a tout un environnement dans lequel on baigne tous et qui permet d'avoir aussi de l'équité de traitement et de vivre une vie au travail ensemble. Par contre, c'est cet étage suivant dans la fusée qui est beaucoup plus difficile et qui nous amène aujourd'hui à t'inviter, Cécile. C'est d'aller sur ce champ où on va être très clair, où c'est de la psychologie qui doit absolument rentrer, passer la porte de l'entreprise. Et c'est aux dirigeants, c'est aux managers, c'est aux instances représentatives du personnel d'arriver à développer cette observation, ce regard, cette analyse au plus près de l'individu. Ouais, moi voilà ce que j'avais envie de dire sur la partie collective et individuelle, en complément. Ouais, carrément. Ah, service après-vente à QVT, bonjour. Bonjour, oui, bonjour Manon. Ouais. Ah bah écoutez, je pose la question tout de suite, oui. Est-ce qu'il existe une recette QVT personnelle? Eh ben ouais, justement, ma recette bolo personnelle, comment j'aime manger mes pâtes bolo, en fait. Ouais, carrément, il existe. On a tous notre recette personnelle qui évolue, en fait, au cours de notre vie aussi, qui va être amenée à changer. Mais oui, on a tous notre façon à nous de bien vivre le travail. Si je peux vous donner des petites pistes sur comment trouver cette recette, parce que pas évident non plus, hein. C'est un peu un chemin un chemin perso et qui peut prendre plus ou moins de temps. Mais l'idée, c'est de se poser déjà avec soi et de se poser la question de qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans mon travail, comment j'ai envie de vivre les choses. Donc c'est l'idée de faire une introspection, qu'elle soit faite nous de notre côté avec les outils qu'on a, qu'elle soit accompagnée par quelqu'un d'autre, thérapeute ou autre personne ressource que l'on a, et qu'elle soit à titre personnel ou qu'elle soit poussée par l'entreprise, parce que ça peut être le cas aussi. Et l'idée, donc, c'est vraiment de se poser cette question, qu'est-ce que j'ai envie de vivre au travail, comment j'ai envie de me sentir. Et tout à l'heure, donc, on se disait, c'est basé sur nos aspirations et nos besoins. Et nous, chez Wunjo, on se base sur des aspirations et des besoins bien particuliers.
dans lesquels on croit qu'il y a vraiment tout le monde peut avoir ses différents besoins à différents niveaux. Et puis les aspirations, on les a tous d'une façon ou d'une autre, un peu ordonnées sur qu'est-ce qui est important pour moi ou pas. Les aspirations, c'est en fait quelle fonction le travail remplit pour moi. Pourquoi je vais au travail tous les matins, pourquoi j'ai choisi le métier que j'ai. Est-ce que c'est pour gagner de l'argent et parce que c'est important pour moi d'avoir une sécurité matérielle, de donner des ressources à ma famille, de pouvoir profiter de mes loisirs, etc. Est-ce que c'est que pour moi, le travail, c'est du lien social, c'est pouvoir être avec des super collègues, avec des clients et puis me nourrir de ces interactions? Est-ce que c'est identitaire pour moi? Moi, je suis psychologue. Est-ce que c'est ma façon de me présenter au monde, de dire c'est ça qui est important pour moi et ce qui fait partie le plus de mon identité, c'est pas que je sois femme d'eux, maman d'eux, c'est vraiment que je sois travailleuse indépendante psychologue. Est-ce que c'est ma façon de contribuer à la société et parce que ça nourrit une vision du futur que je crois bonne pour nous en tant que société et j'ai envie d'y contribuer de cette façon? Ou est-ce que c'est pour mon propre épanouissement personnel, parce que j'aime relever des challenges, j'ai envie d'être stimulée et c'est le travail qui m'apporte tout ça. Donc ça, c'est les fonctions du travail. Les besoins, on a 5 catégories de besoins et on en a tous dans ces 5 catégories de besoins, pareil, de notre propre recette. Donc sécurité, plaisir et satisfaction au travail, inclusion, pouvoir d'agir et sens. On a tous de ces 5 besoins. L'idée, c'est d'aller voir, est-ce que pour moi, la sécurité est plus importante que l'inclusion? Est-ce que l'inclusion veut dire sécurité? Et surtout, comment au quotidien, très concrètement, je nourris mon besoin de sécurité, mon besoin de plaisir, mon besoin de sens. Et ça va faire la recette personnelle de QVT qui va nous amener aussi à faire évoluer notre quotidien du travail et comment on vit le travail. En recrutement, typiquement, quand on accompagne des RH ou des managers ou des dirigeants à aller chercher les talents de demain et qu'on donne envie à ces personnes qui sont à l'extérieur de l'entreprise de venir à l'intérieur de l'entreprise, ces recruteurs, à partir du moment où ils ont compris que la personne en face d'elle, en face d'eux, ont des aspirations différentes, nourrissent finalement une projection, un rêve différent, ça permet d'adapter aussi les discours de recrutement. Je prends un exemple très concret. Je vais faire une généralité, même si aujourd'hui on parle d'individus personnels, on sait aussi qu'il y a des tendances sociétales. Dans les nouvelles générations qui sont aujourd'hui sur le marché de l'emploi et qui cherchent à rentrer dans nos entreprises, on voit une tendance, encore une fois c'est une généralité, de jeunes qui n'entendent plus mettre des minutes précieuses de leur vie au service d'une entreprise dont la raison d'être et dont la mission n'est pas au service du bien commun. C'est-à-dire que là, l'aspiration dont tu parlais, Cécile, l'une des 4 qui consiste à contribuer sociétalement, à faire avancer, à régler certains problèmes de société, eh ben ça va être l'argument qui va permettre à un recruteur de donner de l'attractivité en fait, à sa structure. Par contre, au-delà de cette échelle collective et de la mission de l'entreprise, après l'individu en face, si on prend 2 candidats qui, tous les 2, sont nourris par un besoin de sens et de portée sociétale, il y en a un qui va avoir envie d'arriver dans une entreprise dans laquelle il y a une bonne ambiance de travail, où il y a une culture managériale basée sur la bienveillance, le soutien, etc. Et puis, il y en a un autre qui va avoir un esprit, par exemple, hyper compétition, challenge, progression, mobilité interne. Et donc, les arguments à proposer et la promesse employeur, ce qu'on appelle l'EVP, devra être adapté. Et du coup, si on ne s'intéresse pas à la personne qu'on a en face de nous en recrutement, si on ne vient pas chercher chez elle quels sont ses leviers de motivation pour rentrer à l'intérieur de notre entreprise, on peut complètement passer à côté d'un recrutement et même oublier de valoriser certaines choses qui sont super chouettes chez nous, des choses qui sont bonnes à l'intérieur et qui méritent d'être dites à l'extérieur. Et ce qu'on dit là en recrutement est valable aussi en management. Ouais, carrément. Quand tu... Bah oui. Je le dirai plus tard. Laetitia Révérende de la QVT, bonjour. Bonjour Laetitia. Oui. Ah, on vous demande à vous de porter une vision QVT au sein de votre entreprise. Eh bien oui, vous ne savez pas par quoi commencer. Oui. Ben, on va poser la question. Alors, pour porter une vision QVT dans une entreprise, il faut commencer par quoi?
Il y a différentes façons de faire. Je laisserai aussi Manu contribuer parce que je suis sûre qu'elle a très envie de contribuer à la question. En fait, ouais, il y a différentes façons de faire. Il y en a qui fonctionnent mieux que d'autres. Je fais une intro et Manu, tu feras le... Vas-y, vas-y. Je sais exactement ce que tu veux dire. Il y a différentes façons de faire. Il y en a qui fonctionnent mieux que d'autres, donc à tester. Mais on peut partir de ce que pense que la direction veut pour ses équipes, on peut partir de ce que les équipes veulent, et dans la façon qu'on a de questionner les équipes, eh ben on peut les orienter vers des choses qui sont très différentes. Est-ce qu'on leur demande si leur espace de travail leur convient? Est-ce qu'on leur demande si est-ce qu'il y a un baby-foot dans l'entreprise? Alors ça, c'est le truc de qualité de vie au travail. On met des baby-foot et accès à des fruits gratuits. Et donc, ça y est, on s'est occupé de la qualité de vie au travail. Ou est-ce qu'on leur demande vraiment ce dont ils ont besoin dans leur quotidien de travail, pas dans les pauses qu'ils vont faire, mais dans leur façon de travailler, leur façon d'interagir ensemble, dans, encore une fois, le sens qu'ils donnent à leur travail. Et donc, ouais, c'est aussi... assez délicat d'amener les entreprises, les équipes à s'exprimer sur ce qui fait vraiment au jour le jour et quand ils sont en train de travailler, ce qui fait qu'ils vont se sentir bien dans leur travail. Je te laisse compléter, Manu. Oui, j'ai presque envie de dire, j'ai pas grand-chose à compléter parce que je suis hyper alignée avec ce que tu viens de dire. Je vais peut-être le reformuler avec des mots de dirigeants. Ouais. Moi, si je demandais à quelqu'un chez moi de porter une vision QVT, ça voudrait dire que je confie à quelqu'un dans mon équipe, j'imagine, en qui j'ai confiance. Donc, Laetitia, je pense que ça veut dire que la personne qui vous fait cette demande a confiance en vous. Donc, déjà, c'est chouette. Ça veut dire qu'elle pense que vous êtes une ambassadrice pertinente et juste du sujet. Et en fait, je pense qu'il y aurait un besoin de clarification. Qu'est-ce que ça veut dire porter une vision QVT ? Quand on voit que déjà, autour de l'acronyme QVT, on n'est absolument pas d'accord, nous, les acteurs clés de ce secteur, un dirigeant qui fait ce type de demande ou un RH ou un CSE, c'est intéressant de clarifier. Est-ce que ça signifie faire engager un chantier de modification culturelle de l'entreprise pour qu'on arrête d'être seulement focus performance, mais qu'on soit performance opérationnelle, économique, et que du coup, on réhumanise la vie au travail en intégrant aussi toute la dimension performance sociale, bien-être au travail. Est-ce que finalement, l'intention en portant une vision QVT, c'est d'arriver à trouver cet équilibre entre le bien-faire et le bien-être qui serait un peu nouveau? Il n'y a aucune difficulté à engager une démarche de QVT pour un objectif d'augmentation de performance économique. Enfin, nous, en tout cas, chez Wonjo, on n'est pas du tout choqués par ça, parce que pour nous, l'argent n'est pas sale. Pour nous, l'argent est un moyen, justement, de contribuer encore et encore à réaliser notre mission. Et puis, accessoirement, on met du budget sur la ligne QVT. Donc nous, perso, on trouve ça plutôt chouette. Donc, moi, j'aimerais bien entendre, clarifier ce qu'on entend par là. Est-ce que c'est une histoire de culture? Est-ce que c'est une histoire de démarche? Peut-être que Laetitia, en fait, cette personne, elle vous dit bah tiens, patate chaude, la QVT, c'est à la mode, pour le recrutement, c'est important. Tiens, Laetitia, débrouille-toi et déploie une démarche. Et là, auquel cas, si c'est ça, n'hésitez pas à le dire dans le chat, on pourra faire une réponse sur la partie démarche. En tout cas, nous, sur le terrain, ce qu'on voit, c'est qu'une entreprise qui n'a pas profondément une culture humaniste ou profondément la volonté de réhumaniser la vie au travail, fera de la QVT sur le sens uniquement mesures périphériques de confort, conditions de travail liées à du réglementaire. Je dis surtout pas que c'est pas important et que c'est pas un socle, mais encore une fois, on est dans les fameux 80%, et il faut aller bien plus loin que ça. Et parfois avec des choses qui coûtent rien, parce que le sourire de vos collègues chaque jour, leur envie de travailler avec vous, leur plaisir à vous faire progresser chaque jour, à relever des défis ensemble, c'est ça qui va nourrir votre sentiment de bien-être au travail et qui va donc du coup pouvoir contribuer à porter cette vision QVT que du coup j'appellerais culture qualité de vie au travail. Service après-vente à QVT, bonjour. Oui, bonjour Laurence. Oui. Ah, vous avez une remarque à faire. Une remarque, Laurence. D'accord, oui, vous. D'accord.
Vous pensez que c'est à la direction donc d'impulser la QVT pour que chacun se sente investi? C'est ça, d'accord. Bon, ben, je pose la question au spécialiste, hein. C'est à la direction d'impulser pour que chacun se sente investi au niveau de la QVT? C'est une bonne question, j'aime bien cette question. Si on parle de démarche, c'est forcément à la direction d'impulser la démarche. Ouais. Maintenant, Manu l'a un peu dit tout à l'heure, il y a avoir une démarche QVT et avoir presque un ADN QVT. Donc ça, c'est deux choses. La démarche, oui, doit être impulsée par la direction et doit être ensuite faite en accord avec les équipes. Par contre, prendre soin de sa qualité de vie au travail, ça implique tout le monde. Il me semble qu'on en a un peu discuté avec Isa sur le dernier SAV de la QVT, donc je vous invite aussi à le regarder si vous voulez en savoir plus là-dessus. Mais la responsabilité de se sentir bien au travail, c'est pas notre manager qui l'a. Pas entièrement en tout cas. Il a un certain pourcentage là-dedans, mais on en a un certain aussi. Donc en fait, on est responsable de notre façon de prendre soin de notre bien-être au travail. On est aussi un peu responsable du bien-être au travail de nos collègues, de notre manager et inversement. Il y a vraiment des co-responsabilités un peu dans tous les sens. Donc moi, je suis assez convaincue que même si on a une direction qui impulse pas du tout cette idée de la QVT, bien sûr, on pourra pas tout faire et on pourra pas forcément être 100% bien parce qu'il y a aussi des facteurs extérieurs qu'on contrôle pas toujours. Mais par contre, ça veut pas dire qu'on ne peut rien faire et qu'on doit subir cette absence d'impulsion de QVT. On peut toujours faire un petit truc à notre échelle, même si ça veut dire qu'on ne remplira pas 100% de nos besoins parce qu'ils dépendent aussi d'autres choses. Et ne serait-ce qu'à l'échelle d'une équipe, on peut se dire, bon ben voilà, s'échanger sur de quoi on a besoin pour qu'on aille bien les uns les autres et se mettre d'accord là-dessus. Ça peut déjà faire quelque chose. C'est tout à fait ça. Effectivement, au dernier SAV, on a abordé la question des responsabilités individuelles, collectives et des différentes parties prenantes. Ce qu'on voit quand même sur le terrain, c'est que quand on a une gouvernance, direction d'entreprise, conseil d'administration dans les associations ou les élus dans les collectivités locales, quand on a une gouvernance qui, elle, n'est pas profondément convaincue et ne porte pas cet ADN de 1 et de 2, une démarche qui permet de mettre des moyens, de libérer du temps pour des pilotes du projet QVT, pour organiser des formations, des sensibilisations, organiser des espaces de discussion. Si la gouvernance, elle n'est pas prête à investir du temps, de l'énergie et des moyens, alors on sait aussi que c'est super déceptif pour les collaborateurs et les collaboratrices qui vont se retrouver un peu livrés à eux-mêmes et à elles-mêmes. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'elles n'ont pas de pouvoir d'agir. Par contre, il y a quand même un certain nombre de choses, c'est ce premier étage de la fusée qui dépend aussi de ce qui se passe dans la structure. Et là, qui a le pouvoir? C'est celles et ceux qui en sont les leaders internes. Ah, service après-vente à QVT, bonjour. Bonjour Sandrine. Ah, vous avez une idée. Déjà, c'est bien d'avoir des idées, c'est encore mieux de les dire. Alors, vous pensez que faire des groupes de travail peut aider à mettre en place une bonne QVT? Ça, c'est une bonne idée, on va parler à nos spécialistes. C'est bien ça de créer des groupes de travail pour mettre en place ou en avant la démarche QVT? Ouais, moi je trouve ça super. Ça montre déjà qu'il y a une envie de partir des travailleurs et des travailleuses. Et alors, sauf si ces groupes de travail sont dans le top management ou dans la gouvernance, mais je pense pas que ce soit ce dont Sandrine parle. Il y a l'idée que on va aller donner du pouvoir justement aux équipes, aux travailleurs, aux travailleuses, ceux qui ont envie aussi de lever la main pour faire partie de ces groupes de travail et de leur poser la question, bon, dans un monde idéal, qu'est-ce qu'on fait pour notre QVT tous ensemble, quoi. Donc bien sûr, il faut que ces groupes de travail ils soient un peu représentatifs de la population de l'entreprise. Donc où il y ait des métiers différents, des étages hiérarchiques différents, des tranches d'âge différentes, des origines culturelles différentes. Enfin, voilà, que ce soit assez représentatif de tout le monde. Et l'idée pour ces groupes, c'est aussi, comme je le disais à un moment, d'être orienté sur les bonnes questions. Parce que quand on est un groupe de travail comme ça, un peu livré à soi-même, ça peut être hyper difficile déjà de comprendre qu'est-ce que ça veut dire le bien-être au travail, la qualité de vie au travail.
On a une certaine idée de ce que ça veut dire pour nous, et encore, ça demande de s'être posé la question. Mais on se dit aussi qu'on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire pour les autres. Donc l'idée de ces groupes, c'est d'avoir une base de réflexion qui après devra être communiquée au reste de l'entreprise, et puis d'avoir l'avis aussi de ceux qui n'ont pas participé au groupe de travail et qui potentiellement ont des idées différentes. Mais du coup, il y a aussi cette idée de se questionner sur les bonnes choses, et encore une fois, ça peut être facile d'avoir des idées un peu extérieures à nous-mêmes, de se dire: «OK, on va aller demander d'avoir, je sais pas, une demi-journée par mois qui est libre ou qu'on utilise pour faire du team building, on va aller demander ci, on va aller demander ça». Donc déjà, on oublie parfois ce que nous, on peut faire en tant qu'individu. Et souvent, on a aussi des très grandes idées de choses très complexes à mettre en place ou de très gros trucs, et on n'a pas forcément l'idée d'actions très simples au quotidien. Emmanuel parlait de sourire, ça peut être, on se fait une charte des collaborateurs qui dit que tous les matins, on passe dire bonjour à tout le monde. On se fait la bise, on se fait pas la bise, ça, on en discute chacun, comment chacun aime. Mais on crée ce lien en prenant 30 minutes le matin pour aller se dire tous bonjour. C'est un truc qui est simple, qui coûte rien, et qui dépend aussi de chacun de nous. Donc encore une fois, ouais, l'idée, c'est vraiment de se questionner sur ces catégories de besoins, de quoi chaque personne du groupe de travail a besoin et de quoi l'équipe, l'entreprise, le groupe a besoin aussi, et comment on peut faire se rencontrer ces besoins individuels et ces besoins de groupe pour que tous puissent être remplis d'une façon ou d'une autre, et qu'on puisse faire des compromis. Et ce que j'ai envie de dire, c'est qu'un besoin, il a aussi tout un tas de façons d'être rempli. Un besoin de liberté, par exemple, c'est pas forcément n'avoir aucune contrainte, n'avoir aucune horaire de travail, pouvoir faire ce qu'on veut quand on veut. Ça peut être juste être libre de positionner ses réunions quand on veut, ou d'apporter des idées. Ou d'apporter des idées, ou être au courant des choses. En fait, ça a une signification différente, mais je sais que pour moi, je me sens libre quand j'ai plein d'informations autour de ce qui se passe. Chez Wunjo, par exemple, j'adore savoir quels sont tous les projets en cours, et je me sens libre de pouvoir dire ah ouais, c'est intéressant d'apporter mes idées, de savoir où est-ce que je veux contribuer ou pas, et d'avoir de l'information, ça me fait me sentir plus libre. Mais chez quelqu'un d'autre, ça aura une signification toute différente. Donc, un besoin a 1000 façons d'être rempli aussi, ce qui donne la perspective de trouver des compromis et qui ouvre des portes plutôt que de les fermer. Ce qui est chouette en mettant en place un groupe de travail, c'est que ça signifie déjà au départ qu'on a compris que le principal sachant de son expérience de vie au travail, c'est le travailleur lui-même. Et donc, ça veut dire qu'on crée l'espace-temps permettant de s'exprimer et donc d'avoir du pouvoir pour agir sur ce que je vis au travail. Et ça, on le sait très bien, hein, notre qualité de vie au travail, elle vient du contenu de notre travail, de nos conditions de travail et de notre capacité à agir sur le contenu du travail et sur les conditions de travail. Et pouvoir s'exprimer, on sait que c'est déjà libérateur, que ça fait du bien de pouvoir sortir de soi, en fait, ce qui se passe à l'intérieur. Et puis, par chance, on peut peut-être rencontrer des collègues qui vivent la même chose que nous, qui vont avoir un besoin similaire, qui peut-être ne va pas s'exprimer de la même manière, mais au moins, on crée cet espace de dialogue. Et on sait à quel point dans les entreprises, on a encore des paroles qui sont très peu libres. Parfois, on a des injonctions à la libération de la parole, mais si ça fonctionnait comme ça se saurait aussi. Au moins, on a cet espace. Voilà. Dans la question qui est posée par Sandrine, ce qui est intéressant, c'est de se dire on a un espace-temps pour pouvoir partager ce qu'on vit. Par contre, sur quelle base on discute? Moi, j'aime beaucoup ce que tu disais, Cécile. Si les personnes qu'on réunit dans un comité QVT ou dans un espace de discussion n'ont jamais regardé à l'intérieur qui ils étaient, comment ils fonctionnaient, ce dont ils avaient envie et besoin, comment ils se sentaient dans leur sentiment de compétence, voilà, dans leurs aptitudes, pour quelles raisons ils travaillent, pour quelles raisons ils font ce travail, pour quelles raisons ils sont dans cette boîte, pour quelles raisons ils sont dans cette équipe. S'il n'y a pas eu un premier travail personnel de rencontre avec soi-même, où on pose carte sur table et on dit, voilà, ici et maintenant, la personne que je suis vient travailler pour cette raison, et ce qui va faire que je me sens bien au travail, c'est ça, ça et ça. Et ça doit prendre telle forme. S'il n'y a pas déjà eu ce travail d'introspection personnelle, ça va être compliqué de mettre dans le champ du collectif une information qui soit claire, qui soit appréhensible par les autres,
et donc qui soit un terreau fertile pour prendre des décisions, pour mettre en place des actions. Parce qu'au final, une fois qu'on a mis en place l'action, ce qu'on veut, c'est pas l'action, c'est pas faire pour faire, c'est que ce qu'on fait ait un impact positif pour soit régler des problèmes ou conforter des choses qui vont bien. Donc la question, c'est à partir de quoi est-ce qu'on discute? Est-ce que c'est juste discuter pour discuter? Est-ce que c'est vomir des situations qui sont pathogènes? Est-ce que c'est une dynamique plus constructive où avec beaucoup d'authenticité, on livre les choses qui sont OK et qui ne sont pas OK? Mais encore une fois, moi j'attire vigilance. Il s'agit de faire un travail avec les individus avant de faire bosser les collectifs. En tout cas, nous chez Wonjo, c'est vraiment notre vision. On part de l'individu pour monter sur le collectif. On ne le fait pas dans l'autre sens. Et c'est d'ailleurs Bon. Désolé Manuel, mais c'est le standard. Service après-vente à QVT, bonjour. Oui, bonjour Sabrina. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une distinction à faire entre QVCT et QVT? C'est-à-dire, c'est quoi le... Alors, QVCT, règle plutôt réglementaire, et QVT, d'accord, plutôt un état d'esprit, une manière d'agir, etc. On va demander aux spécialistes. Alors, est-ce qu'on fait une distinction entre QVCT, la réglementation, et QVT, plutôt une démarche individuelle, collective, état d'esprit? Cécile, elle se marre comme une papesse parce que c'est une question qui est tellement souvent posée et de droit. Hein. Mais vas-y, Cécile, qu'est-ce que tu dirais, toi? Oh non, je sais que c'est ton sujet préféré. Ouais, c'est un sujet qui me gratte, en fait, Sabrina, parce qu'on a rebaptisé la QVT en QVCT pour remettre l'attention et l'accent sur le fait que la qualité de vie au travail, c'est avant tout les conditions de travail. Et pour moi, en fait, c'est une hérésie puisque de tout temps, la qualité de vie au travail a intégré la notion de conditions de travail. Si on regarde les définitions officielles, notre accord national interprofessionnel, les conditions de travail, ils étaient déjà clairement au cœur du périmètre d'intervention. Par contre, ça a été fait de manière finalement, c'est ce que l'ANACT explique, de manière réactive pour contrecarrer des pratiques dites déviantes, des pratiques de mesures périphériques. Cécile parlait du caricatural baby-foot. C'est à un moment donné redire, mais le sujet, ce n'est pas les mesures de loisirs et tous les avantages en fait, qu'on peut donner à un collaborateur autour de son travail. Ce qui est important, c'est la façon dont il vit le travail dans son travail. Et en fait, il y a une intention qui est intéressante de reclarification, de purification. Par contre, on rajoute un C pour parler de conditions de travail alors que ça y était déjà. Et moi, ce qui m'ennuie un peu, c'est que déjà, il n'y a pas grand monde qui a compris ce que c'est que la qualité de vie au travail. Et alors que le mot QVT, il commence à être dans notre langage commun, maintenant, il faut arrêter de dire QVT, il faut dire QVCT. Donc, on rajoute de la complexité sur un sujet qui, déjà par définition, est complexe. Donc, moi, je pense qu'on aurait mieux fait de faire un effort de communication et de clarification sur ce qu'on entend derrière la QVT, c'est-à-dire bien faire et bien vivre son travail. C'est les deux aspects. Plutôt que de rebaptiser la chèvre parce qu'elle n'est pas suffisamment sexy et mal utilisée, quoi. Oui. Service après-vente à QVT, bonjour. Bonjour Laurence. C'est la même que tout à l'heure? Ah non, c'est une autre. Ok, d'accord. Il n'y a que des Laurence ce matin. Alors, comment on fait pour choisir les actions à mettre en place? D'accord. Comment on fait choisir pour les actions à mettre en place, des actions de QVT par rapport à des attentes identifiées? D'accord. Ok. On pose la question. Comment on fait pour choisir ou prioriser les actions à mettre en place par rapport aux attentes des gens qu'on a déjà identifiés dans une entreprise? Merci beaucoup, Laurence, pour cette question. Merci, Laurence. On tourne autour du pot depuis tout à l'heure et je me dis, quand est-ce qu'on va pouvoir parler de ce qu'on fait chez Wonjo par rapport à ça? Donc, je vais vous répondre par rapport à ce qu'on fait chez Wonjo. Si Emmanuelle voudra compléter, elle pourra. Ce qu'on propose chez Wonjo, c'est d'aller écouter chaque personne d'une entreprise ou d'une équipe ou d'un service pour l'engager déjà dans cette réflexion de, comme le disait Emmanuel, moi, qu'est-ce que je vis au travail? Pourquoi je suis là? Est-ce que je suis bien là où je suis? Qu'est-ce qui fera que je me sentirai mieux? Ou qu'est-ce que je continue à faire pour me sentir aussi bien? Donc, avec un questionnaire qu'on a mis en place et un entretien presque de coaching, on va aller interroger ça chez les gens, chaque besoin. Est-ce qu'il est rempli ou pas à hauteur de ce dont la personne a besoin? Et comment elle le vit? Et en fait, à l'issue de cet entretien, chaque personne, elle aura potentiellement son propre petit plan d'action sur qu'est-ce que je fais moi
pour encourager ma qualité de vie au travail, voire l'améliorer si jamais il y en a besoin. À la suite de cet entretien individuel, il y a un entretien collectif, c'est pas vraiment un entretien, mais un atelier collectif, où l'équipe, maintenant que chaque individu de l'équipe a cette connaissance personnelle, va pouvoir se poser autour du sujet, et nous, en tant que groupe, comment on prend soin de notre qualité de vie au travail. Et de même, avec une synthèse des résultats qui a été faite individuelle, d'aller chercher les priorités, parce qu'on a déjà identifié des besoins très précis, et que chaque individu a déjà ses actions en tête. On va pouvoir aller, en tant que groupe, poser des priorités sur quels sont les besoins prioritaires de l'équipe ou du service à prendre en charge. Et ensuite, l'étape d'après, c'est de décliner ce besoin, quelles sont les actions qu'on peut décliner après. Et c'est comme ça qu'on fonctionne de l'individu au groupe. Et en fait, ça se fait assez naturellement. Je suis en train de me rendre compte en vous parlant que j'ai l'impression de ne pas vraiment répondre à la question, mais parce que une fois qu'on s'est questionné sur nous, ce dont on a besoin et l'équipe, ce dont elle a besoin, ça se fait hyper naturellement de se dire notre priorité, c'est ça. Et en fait, les idées d'action, ben voilà, on a 10 idées d'action. Certaines sont faisables, d'autres non. On va en tenter quelques-unes et on se donne rendez-vous dans 3 mois et on voit ce qui s'est passé, si c'était positif ou pas, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Et en fait, c'est une démarche qui est hyper facile à mettre en place et qui, si elle est sur le bon point de départ, se déroule toute seule, quoi, en fait. Et en mettant en commun, en fait, ma recette personnelle, en la transmettant à mes collègues et à cette personne qui s'appelle l'équipe, ce qui est assez fabuleux, c'est de se rendre compte qu'il y a des singularités, certes, mais il y a aussi plein de dénominateurs communs. Parce que les gens, finalement, ils ne se retrouvent pas par hasard dans le même service, dans la même équipe. Et donc, ça fait déjà du bien en tant que travailleur de se dire « Oh purée, j'ai jamais osé dire que j'avais tellement besoin de reconnaissance, en fait, et que c'est si dur pour moi de jamais avoir des témoignages de valorisation. » Et finalement, je me rends compte que 80% de mon équipe a le même bug. Bon, bah, ça fait déjà du bien, je ne suis pas toute seule. Et tous ensemble, en fait, comment on peut transformer la culture managériale pour que nos encadrants, ils nous donnent de la valorisation et celle que l'on attend. Comment nous, on peut s'en donner entre nous aussi. Comment on peut faire en sorte que nos clients ou nos bénéficiaires, ils puissent nous en donner aussi. Puis au final, comment est-ce que moi, je peux aussi porter un regard différent sur moi. Et on peut grandir tous ensemble, en fait, en parallèle, de manière synchrone, pour régler des sujets individuels qui, parfois, du coup, nourrissent un pot commun parce que c'est aussi des sujets collectifs. Et effectivement, c'est un atelier, en fait, en qualité de vie au travail, on est sur du dialogue social. Donc, l'atelier de coécriture du plan d'action, il se fait dans la concertation avec toutes les parties prenantes qui sont concernées et motivées pour traiter le sujet, pour être entendues, pour faire entendre leur voix et pour avoir aussi un pouvoir d'agir et un pouvoir de décision sur les actions. Bon, par contre, il faut un manager open. Il faut un manager qui est capable d'entendre plein de choses et surtout de ne pas tout prendre personnellement. Parce qu'aujourd'hui, nous, c'est la principale objection qu'on voit sur les terrains. Les managers, ils disent « Non, mais attends, si les gens ils commencent à ouvrir la boîte de Pandore et si en plus ils viennent faire le bureau des pleurs, votre méthode, là, chez Wunjo, c'est n'importe quoi. » On dit très bien, si tu ne veux pas ouvrir la boîte de Pandore, la cocotte, elle va exploser tôt ou tard. Donc, faisons preuve de courage, d'honnêteté et ça paye. Et ça ne sera pas le bureau des pleurs parce qu'on va autant valoriser ce qui va bien que ce qui va moins bien. Ça, c'est un truc intéressant peut-être à préciser aussi en qualité de vie au travail. On ne fait pas que du risque psychosocial. On ne va pas regarder seulement le verre à moitié vide. On va aussi aller regarder le verre à moitié plein. Ça fait tellement de bien, et puis plus que jamais en 2023, de pouvoir aussi se dire ensemble tout ce qui fait qu'on est motivé, qu'on est engagé et qu'on a envie de rester et qu'on a envie d'aller plus loin toutes et tous ensemble. Partageons du positif, ça fait du bien. Ah. Service après-vente à QVT, bonjour. Bonjour Sandrine. Vous avez de la chance parce que c'est le dernier appel que je prends ce matin. Ouais. Mais c'est par rapport à ma qualité de vie au téléphone. Alors, vous voulez savoir est-ce qu'il faut se rapprocher, est-ce qu'on peut se rapprocher de la médecine du travail? D'accord, pour trouver des actions de qualité de vie au travail. Je demande, on peut éventuellement se rapprocher de la médecine du travail par rapport aux actions à mener pour un meilleur bien-être au travail? Vous pouvez essayer. Je pense qu'ils sont un peu sous l'eau en ce moment, la médecine du travail. Faire des liens avec les services de santé au travail, c'est toujours intéressant de toute façon. Après, comme vient de le préciser Emmanuel,
ça sera pour la partie qui va pas bien, mais alors du coup, pas bien du tout. La médecine au travail, il s'occupe aussi des cas graves de mal-être au travail, mais ça n'ira pas voir qu'est-ce qui se passe bien, on va dire. Et ça, si la médecine du travail peut aussi contribuer à ce qui se passe bien, c'est sûr, mais leur quotidien et leurs compétences professionnelles, elles sont dans guérir ce qui va pas bien, on va dire. Après, ce que ce service-là peut vous apporter, en fait, c'est déjà des contacts, de pouvoir passer un relais quand, je sais pas, au cours d'un atelier ou au cours d'un entretien individuel, on se rend compte que le salarié ou la salariée va pas bien du tout et qu'au final, il y a un gros déséquilibre entre ce qui va bien et ce qui va pas bien et que ce qui ne va pas bien prend tellement de place qu'il y a une souffrance au travail. L'idée là sera de renvoyer vers la médecine du travail et les services de santé au travail. Et en même temps, ils sont aussi là pour faire de la prévention. Donc, je suis en train de revenir sur ce que je viens de dire. Donc oui, en fait, ils sont aussi un acteur de prévention de la santé au travail, justement pour éviter ces cas graves. Donc, je m'auto-contredis, mais Ouais, ouais. mais en fait, ta réponse, elle est très représentative de l'image qu'on a des services de prévention et eux-mêmes, hein, ce sont les premiers à communiquer pour faire savoir qu'ils veulent intervenir en prévention primaire ou secondaire et pas en prévention tertiaire. On rappellera que la prévention tertiaire, c'est le curatif, hein, en gros. Ils sont faits pour ça, ils sont faits pour prévenir. Mais malheureusement, ils ne jouissent pas d'une image toujours très positive parce qu'on croit que c'est la cotisation qu'on a envoyée avec le médecin du travail qui va nous faire pipi dans un flacon. Et en fait, leurs actions, elles vont largement au-delà de ça. Elles sont souvent très, très méconnues. Et après, voilà, la qualité de leurs prestations sur le terrain, elle est liée au territoire, aux personnes qui les font et puis au match aussi qui existe entre l'entreprise qui fait la demande et l'intervenant, ce qui est valable pour tout prestataire, quelque part. Après, il n'y a aucun cabinet privé qui remplacera un médecin du travail. Voilà. C'est l'interlocuteur majeur, effectivement, plutôt dans les situations d'alerte et plutôt tristes, négatives, où les personnes glissent dans le toboggan de la souffrance. Personne ne pourra remplacer un médecin du travail. C'est comme l'inspection du travail. Hein. Aucun privé ne remplacera l'inspection du travail. Donc, chacun à sa place, avec aussi évidemment des zones de couverture. Je crois qu'il faut qu'on travaille tous en bonne intelligence sur ce secteur-là parce que, comme tu le disais, Cécile, hein, personne n'a suffisamment les moyens aujourd'hui, même si on cumule toutes les ressources des privés et des acteurs publics ou semi-publics, on n'a toujours pas aujourd'hui les moyens nécessaires et suffisants pour accompagner de manière correcte les travailleurs dans les entreprises. Bon, allez hop, 12h57, je débranche le téléphone pour ma qualité de vie au travail. Salut. Salut Marco, merci. Cécile, est-ce que avant qu'on conclue, il y a un truc qui te vient où tu te dis je serais frustrée si je leur ai pas dit ça? Non, je pense qu'on a abordé pas mal de sujets. On a couvert quand même un panel assez large de questions avec la question des besoins, de comment on les écoute, où est-ce qu'on va les écouter, est-ce que c'est chez les individus, chez les groupes. On a même mis les services de santé au travail et la médecine du travail là-dedans, les comités de direction. Enfin, j'ai l'impression qu'on a vraiment dépeint un peu tous les acteurs de la qualité de vie au travail et tous ceux qu'on peut mobiliser pour aller questionner et engager cette démarche. Peut-être que ce qu'on peut se dire, c'est que il n'y a pas, encore une fois, comme il n'y a pas de recette miracle pour les individus, il n'y a pas non plus de recette miracle pour les entreprises et il n'y a pas une démarche qui va être petit A, on questionne les individus, petit B, on questionne les groupes, petit C, on fait un plan d'action. Si ça se trouve, ça ne marchera pas dans l'entreprise dans laquelle vous êtes pour tout un tas de raisons. Et en fait, de cette même façon, il n'y a pas de recette miracle de la qualité de vie au travail pour les entreprises. Et l'idée, c'est d'engager un dialogue et d'engager la réflexion et aussi un peu de voir où est-ce qu'elle nous mène et qu'est-ce qui est possible avec les moyens qu'on a dans l'entreprise où on travaille pour faire du mieux qu'on peut. En fait, c'est aussi ça qui est important de se dire, c'est faire du mieux qu'on peut pour que tout le monde se sente aussi bien possible au travail. C'est déjà faire de la qualité de vie au travail, quoi. Yes. Merci Cécile. Alors, dans la mesure où on ne savait pas exactement ce qu'on allait partager avec vous, vous ne recevrez pas en même temps que le replay le petit document de synthèse des idées clés puisqu'on va le rédiger cet après-midi et d'ici lundi, après-midi. Si vous voulez recevoir le mémo avec les idées clés et des ressources
n'hésitez pas à cliquer sur le bouton en haut de votre écran, le bouton bleu, ou à flasher le code qui s'affiche sur votre écran, à nous faire un petit mail. De la même manière, si vous avez envie de prolonger les échanges, n'hésitez pas à nous contacter par ces moyens-là. Si on vous a plu, si Cécile vous a plu et que vous avez envie de la voir intervenir chez vous pour des conférences, pour des causeries, donc des espaces de discussion pédagogiques, des formations, des ateliers, s'affichent sur votre écran les quelques thématiques phares, et Dieu sait que c'est non exhaustif, mais de Cécile, donc des formations notamment en prévention du burn-out, sur notre capacité à oser dire quand ça ne va pas. Savoir se réconcilier aussi avec la petite voix à l'intérieur de nous qui nous dit qu'on ne vaut pas grand-chose et qui génère de l'auto-sabotage. Et puis la dernière qu'on a sélectionnée, là, se sentir en sécurité au travail, quand on sait que chacun d'entre nous, en fait, on aspire profondément à se sentir en sécurité physique, psychologique et sociale. Retrouvez évidemment tout ce qu'on sait faire sur le site de Wonjo. Petit focus avant de vous laisser sur 2 offres clés. Cécile en a parlé un petit peu en filigrane. Bon, on essaye dans nos SAV de ne pas être en auto-promo, etc. Petit mot quand même pour parler de cette web application qui sort là dans quelques jours et qu'on a expérimenté ces derniers mois, qui fait le livrable de 3 ans de travaux de R&D et qui permet de manière complètement innovante à chaque individu, en moins d'une demi-heure, d'avoir une photo extrêmement précise de où il en est en matière de qualité de vie au travail, de ce qui fabrique son sentiment de bien-être et de ce qui l'abîme. Donc, il peut ressortir de là avec sa recette personnelle et ses leviers d'action. Voilà, la web application qui s'appelle Ma QVT. Petit focus très rapide sur la fresque de la QVT. On a parlé d'un besoin finalement de conscience, d'éducation et de libération de la parole. Vous connaissez les fresques du climat, de la biodiversité. Bon, voilà, dans la mouvance des fresques, nous, on a créé la fresque de la QVT en format séminaire pour vos équipes. On se retrouve au prochain SAV, le numéro 5, qui sera un SAV très estival, puisqu'il aura lieu le vendredi 21 juillet. J'aurai le plaisir de recevoir, en la compagnie de Marco, notre standardiste fou, Linda Longeau, de 12h15 à 13h. Elle viendra de nous parler non plus des déterminants individuels, mais plutôt de l'échelle collective. Elle parlera de comment on peut nourrir une bonne qualité de coopération au sein des équipes. La coopération étant évidemment le terreau nécessaire pour vivre de la performance opérationnelle, mais aussi pour se sentir bien au travail et continuer d'être engagé. Voilà, si ce SAV vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-nous le savoir, parce que ça nous fait toujours plaisir d'avoir du feedback positif. Si ce SAV vous a pas trop plu, dites-le nous aussi, comme ça nous permettra de nous améliorer. Merci à toutes et à tous pour votre participation et on vous dit à bientôt. Merci à toutes et à tous. Au revoir. Un petit coup de générique avant de te laisser. À bientôt.